Ceci est un exercice vous permettant de maîtriser les architectures des réseaux informatiques. Je vais vous lire l'exercice, les questions, après on va essayer de le résoudre ensemble. Voilà, donc la première question vous dit expliquer sur un schéma le fonctionnement de chaque architecture, l'architecture poste à poste, client-serveur et 3 tiers. Donnez les avantages et les inconvénients de chaque architecture, où se trouvent les exercices et les données dans chaque architecture, quelle est l'architecture utilisée aujourd'hui sur Internet. Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, vous avez Bank Customer, qui est une banque qui donne la possibilité à ses clients d'accéder à leur compte bancaire via un site Internet. Voilà. Pour cela, donc, le client de la banque, il va saisir un nom d'utilisateur, login, et un mot de passe par un formulaire et attend que le serveur lui donne accès à son compte. D'accord. Quelle est l'architecture utilisée sur cette banque, parce que c'est une architecture poste à poste, client-serveur aux 3 tiers. Montrer sur un schéma, c'est-à-dire selon l'architecture choisie, où se trouvent les éléments ou les opérations suivantes. Le formulaire qui permet au client de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Vérifier si le nom d'utilisateur ou le mot de passe sont vides ou pas. La vérification de l'existence de cet utilisateur dans la base de données. Le message d'erreur envoyé à l'utilisateur au cas où l'utilisateur s'est trompé sur son nom ou sur son mot de passe. Et puis à la fin, qu'est-ce qui permet de transformer la requête de l'utilisateur en une requête SQL. Donc restez avec moi, nous allons donc essayer de résoudre cet exercice ensemble. Par rapport à la première question, donc expliquer sur un schéma le fonctionnement de chaque architecture. Nous avons dit que nous avons principalement 3 architectures. L'architecture poste à poste dans laquelle chaque machine est responsable de ses propres informations. Vous avez des dossiers qui appartiennent à chaque machine. Si jamais une machine veut récupérer les informations d'une autre, donc elle s'adresse à cette machine-là pour récupérer cette information. C'est-à-dire que là, en même temps, vous êtes serveur et client, vous avez vos propres informations et vous pouvez demander d'autres informations aux autres. Ça, c'est concernant l'architecture poste à poste. Concernant l'architecture client-serveur, on avait dit que vous avez un serveur qui permet de servir les clients, c'est comme un serveur au restaurant. Donc le client, il demande un service, le serveur lui offre ce service. C'est le serveur qui réfléchit, c'est le serveur qui stocke, c'est le serveur qui vous répond. D'accord. Par contre, nous avons un troisième type d'architecture qu'on avait appelé architecture 3 tiers. Là, nous avons toujours un client, mais nous avons 2 serveurs. Un serveur d'application et un serveur de base de données. Le serveur d'application, il permet de faire les calculs et le serveur de base de données permet de faire le stockage. D'accord. Donc ça, c'est séparément. Nous avons donc l'architecture poste à poste dans laquelle chacun est responsable de ses propres informations. L'architecture client-serveur dans laquelle vous avez un élément qui contrôle tout, c'est-à-dire c'est lui qui répond aux requêtes des clients, ça dépend ce que vous demandez. Si c'est un serveur web, donc il va vous donner des pages web. Donc c'est lui qui fait le calcul et c'est lui qui fait le stockage. Et dans une architecture 3 tiers, pour aider un peu le serveur dans son travail, nous avons divisé le fonctionnement d'un serveur en 2. Un serveur pour le calcul et un serveur pour le stockage de données. Par contre, le client dans une architecture client-serveur, c'est un logiciel spécial qu'il faut installer sur votre machine, alors que dans une architecture 3 tiers, le client, c'est votre navigateur qui est déjà installé sur votre machine. Voilà, donc nous avons poste à poste, client-serveur et 3 tiers. Question suivante. Donnez les avantages et les inconvénients de chaque architecture. D'accord. Dans l'architecture poste à poste, puisque chacun est responsable de ses propres informations, donc l'avantage c'est la robustesse. Si une machine tombe en panne, le réseau il continue à fonctionner. Sauf qu'on ne peut pas trouver les données de cet ordinateur en panne, mais on peut continuer à utiliser les dossiers des autres. Par contre, l'inconvénient, si on veut sécuriser ou administrer ce réseau, c'est très difficile. Si vous avez un réseau poste à poste qui est sur une centaine d'ordinateurs, il est très très difficile de contrôler la sécurité de ces ordinateurs ou de les administrer parce qu'on travaillera individuellement sur chaque machine du réseau.
Le modèle client-serveur, son avantage, c'est bien évidemment, c'est l'inconvénient du poste-à-poste. Si on veut faire de la sécurité ou de l'administration centrale, il suffit de travailler sur le serveur et les autres vont profiter de ce privilège-là. On sécurise le serveur, on a tout sécurisé. Par contre, l'inconvénient du modèle client-serveur, c'est que premièrement, le serveur c'est le maillon faible. Ça veut dire que si ce serveur il tombe en panne, il n'y a plus de réseau. Le deuxième inconvénient, c'est que ce serveur-là, il est trop chargé. Il est en train de recevoir les demandes des clients. Il est en train de répondre. Il est en train de calculer. Il est en train de stocker des données. Ça veut dire qu'il est très, très chargé. Il est très, très perturbé. Et troisièmement, inconvénient de l'architecture client-serveur, c'est que le client, c'est un logiciel qu'il faut installer. Imaginez, vous avez 10 000 clients. Sur chaque client, vous devez installer un logiciel qu'on appelle client. Donc, c'est une tâche très, très difficile si elle est faite par une seule personne. Voilà. Par contre, l'architecture 3 tiers, son avantage, c'est déjà, elle n'a pas ce problème de client parce que le client, il est déjà installé sur vos machines. Le client, c'est tout ce qui est Internet Explorer, Google Chrome et ainsi de suite. Et deuxièmement, le serveur, il est plus à l'aise parce qu'au lieu d'avoir un seul serveur, nous avons deux serveurs. Un qui fait les différents calculs et le deuxième qui fait le stockage. D'accord? Voilà. Maintenant, la troisième question. Quelle est l'architecture qui est utilisée sur Internet? Pourquoi? Déjà, le fait que l'architecture 3 tiers, le client il est déjà installé, qui est le navigateur. Quand on dit navigateur, on dit Internet. Navigateur, ça veut dire Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox, etc. Donc, dès que vous avez un client qu'on appelle client léger. Pourquoi il est léger? Parce qu'il est déjà installé sur votre machine. Donc c'est Internet. Pourquoi? Parce que c'est Internet, parce que c'est Navigateur qui est le client léger. Et c'est parce que les serveurs aujourd'hui, pour éviter qu'ils soient trop encombrés, au lieu d'avoir un seul, on en a deux. Un qui s'occupe des calculs et un autre qui s'occupe du stockage. Voilà, donc on a répondu aux trois premières questions. Si c'était dans un examen, nous avons déjà 10 sur 20 de notes. Maintenant, la deuxième partie de l'exercice. On nous a dit que Bank Customer, c'est une banque qui donne la possibilité à ses clients d'accéder à leur compte bancaire via un site internet. Déjà, donc, quand on a un site internet, ça veut dire qu'on répond directement à la première question. Quelle est l'architecture? C'est une architecture 3 tiers. Pourquoi? Parce qu'on parle d'internet là, on parle de navigateur. D'accord? On a déjà, en lisant le paragraphe, nous avons déjà répondu à la première question. Donc pour cela, le client saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe via un formulaire, ça veut dire par son client léger, navigateur, il va saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Pour cela, le client saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe via un formulaire. Ça ressemble un peu au formulaire de Facebook, utilisateur et mot de passe, et attend que le serveur lui donne accès à son compte. Donc c'est comme si que vous avez Facebook, c'est une banque, d'accord, dans laquelle vous avez les clients qui sont stockés dans la base de données du serveur de Facebook. D'accord. Donc nous avons le client avec votre navigateur internet, vous avez le serveur Facebook sur lequel qui est le serveur de la banque qui permet de faire les différents calculs, ajouter de l'argent, supprimer, transférer de l'argent, etc. Et vous avez les données dans lesquelles vous avez chaque utilisateur ou chaque client, combien il a de l'argent dans son compte. Par exemple, vous les étudiants, chacun il a sa bourse dans son compte CCP, son compte bancaire. La question est la suivante. Montrez sur un schéma où se trouvent les éléments, opérations et vérifications suivantes. Notre schéma, il est déjà là. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Client léger, serveur d'application et serveur de base de données. D'accord. La première question. Où se trouve le formulaire de saisie du nom d'utilisateur et de mot de passe? Et bien évidemment, il se trouve ici. Parce que le client, il travaille sur son navigateur. Il saisit nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, la première réponse, c'est client léger, côté client. Donc, le formulaire de saisie du nom d'utilisateur et mot de passe se trouve sur la partie du client. Deuxième question. Vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont vides ou pas. Là, j'imagine, c'est toujours le client qui le fait.
D'accord? Si l'utilisateur oublie de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe, pourquoi aller jusqu'au serveur pour qu'il vous dise vous avez oublié de saisir votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe? Bon, le client directement, quand il va remarquer que vous avez oublié de saisir un nom d'utilisateur ou un mot de passe, il va vous dire ah attends, avant d'envoyer ça au serveur, vous avez oublié de saisir votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Donc la deuxième réponse, c'est au niveau du client. 3. La vérification de l'existence de cet utilisateur dans la base de données de la banque. Ah là, existence ou pas, ça veut dire que c'est au niveau du stockage. On envoie quelqu'un, un agent de sécurité, on lui dit s'il vous plaît, allez-y voir dans mon compte bancaire, est-ce que vous allez trouver un utilisateur qui s'appelle Léo avec mot de passe Amin. Il va regarder, il va vous dire il existe ou il n'existe pas. Donc qui va faire cette vérification? C'est le niveau 3. Parce que c'est une vérification de stockage. Est-ce qu'il existe un utilisateur? Il existe ou pas? C'est le serveur de base de données qui va vous répondre. Donc la réponse, c'est niveau 3, serveur de base de données. Quatrième question. Le message d'erreur envoyé à l'utilisateur au cas d'une erreur au niveau d'utilisateur au mot de passe, dans le cas où vous vous êtes trompé d'utilisateur ou de mot de passe, vous avez saisi les deux, mais vous avez fait une erreur au niveau du mot de passe de l'utilisateur. Qui va vous répondre? C'est le serveur d'application, parce que c'est lui qui est directement branché avec vous en tant que client. Même si c'est le serveur qui va lui dire il y a une erreur, mais c'est lui, c'est-à-dire c'est le serveur de base de données qui va lui dire qu'il y a une erreur. Mais vous, qui va vous répondre et vous dire que vous vous êtes trompé d'utilisateur ou de mot de passe? C'est le serveur niveau 2, c'est-à-dire c'est le serveur d'application. Voilà. La dernière question, qui fait la transformation de la requête de l'utilisateur en une requête SQL? Rappelez-vous, on a dit que la communication entre le client et le serveur d'application se fait par un protocole qu'on appelle HTTP, et la communication entre le serveur d'application et le serveur de base de données se fait par un autre protocole ou un autre langage qu'on appelle SQL. Donc là, il vous dit qui fait la transformation de la requête de l'utilisateur en une requête SQL. Ça veut dire qui transforme le HTTP en SQL. Bien évidemment, c'est le serveur d'application. C'est lui qui est au milieu, qui reçoit la requête de l'utilisateur. Quand on dit requête, ça veut dire la demande de l'utilisateur. Il la transforme sous forme de requête SQL. Regardez sur le schéma. Donc, vous avez la requête du client envoyée au serveur. Cette requête est transformée par une requête SQL. Qui fait cette transformation? C'est le serveur d'application. Voilà, donc j'ai répondu aux questions de l'exercice. Normalement, je vais avoir 20 sur 20. Bon courage.